J'ai avec moi Fabrice Landois. Bonjour. Bonjour. Et Yannick Bigot. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici parce que j'ai une question pour vous, messieurs, puisque vous avez animé un panel juste avant de venir ici sur les talents et l'environnement de travail. Alors moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'en fait, les RH sont pas un peu en train de devenir des agents immobiliers qui s'occupent de trouver l'espace le plus funky, l'espace le plus fancy, un peu le nouveau buzzword de la mode, non? Ou c'est moi qui suis en train de... Je sens que je vais me faire descendre, là. J'aime beaucoup la provocation. Ouais. Ah non, c'est parfait. Est-ce que c'est en train de devenir des agents immobiliers? La première réponse est non, pas du tout, évidemment. D'ailleurs, si on résumait ces projets-là autour des modes de travail à une dimension purement immobilière, on se tromperait. On n'aurait finalement que de l'échec. La preuve, on vient de regarder les photos des différents immeubles de Thales, de la Société Générale, celui de Deloitte. Finalement, on n'a vu aucun baby-foot, on n'a vu aucun toboggan à la Google. La réalité, c'est qu'en fait, c'est pas un projet d'espace, c'est bien un projet de mode de travail qu'on met en œuvre, dans lequel on joue à la fois sur les espaces, à la fois sur les outils et à la fois sur les pratiques, que ce soit les pratiques de collaboration ou les pratiques managériales, pour apporter, on va dire, deux choses. Évidemment, de la performance derrière, et aussi du bien-être au collaborateur qui reprend la main finalement sur une partie de son organisation de travail. Donc, si on imaginait que les RH sont juste l'agent immobilier, on se tromperait, ils perdraient finalement les 2/3 de la valeur, alors que finalement, ils ont bien un rôle qui est un rôle clé dans ce dispositif-là, mais bien au-delà de la dimension purement immobilière. Ça me fait un peu penser à un projet qu'on a eu dans une grande banque belge. Et vous avez une salle avec un kicker, donc un baby-foot. Je ne sais pas comment on dit en France d'ailleurs, un kicker, un baby-foot. Un baby-foot. Chez nous, c'est un kicker. Voilà. C'est plus court, c'est plus facile. Oui, culture, tout ça. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que personne ne jouait. Parce que, en fait, il est là, c'est joli, ça fait cool, parce que ça fait un espace un peu détente. Mais personne n'ose aller prendre ses collègues et dire viens, on va faire une partie. Mais est-ce qu'on leur laisse le temps d'y aller? Est-ce que l'organisation a été faite pour que, autour de l'objet, les collaborateurs aient le temps de venir se détendre, imaginer, faire de la créativité autour d'un baby-foot? Ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que le changement managérial, le changement de pratique managériale va avec les accessoires que l'on peut mettre pour faciliter le travail des collaborateurs. Donc ça veut dire que ça doit vraiment faire partie de l'ADN d'une société pour pouvoir vraiment s'adapter à ces espèces de nouveaux environnements. En tout cas, le mot que vous utilisez d'ADN, il est vraiment très important. C'est-à-dire, on ne doit pas, et c'est ce qu'on fait sur tous les projets quand on accompagne nos clients, on ne doit pas plaquer des solutions de marché, de choses que... Vous savez que vous avez déjà fait la déco de votre maison, vous avez peut-être fait un bout de déco, vous achetez 12 magazines, Marie-Claire Maison, Maison Magazine, etc. Et puis on essaye de dire, je vais prendre un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça. Et finalement, on plaque une solution de marché. La réalité, c'est que dans un projet, il faut commencer par s'interroger sur c'est quoi la culture de mon entreprise, c'est quoi les besoins de mes collaborateurs au quotidien, c'est quoi les besoins d'espace qui sont les leurs. Et là, on construit avec les collaborateurs la réalité de ce qu'il leur faut. Bon exemple, quand on a fait notre projet chez Deloitte de notre propre immeuble, au départ, on s'est dit on va mettre les bureaux des associés qui sont les patrons. Globalement, c'est les top managers qui sont propriétaires du capital, qui plus est. On va les mettre dans des espaces ouverts, avec des bureaux sur l'open space en même temps que tout le monde, avec plus de cloisons. C'est dit, super, c'est très innovant, etc. Ça facilite la circulation de l'information. Et c'est vrai, ça a marché. 50% des associés qui ont testé ont trouvé ça génial, 50% ont trouvé ça moyen. Par contre, 80% des collaborateurs nous ont dit, on n'en veut pas. Ça ne nous va pas de les avoir dans notre dos, ça ne nous va pas qu'il n'ait pas effectivement de cloison, parce que ça fait pas partie de notre culture que de les avoir effectivement. Très bien, fair enough. Du coup, on a déconstruit cette dimension-là et on a reconstruit quelque chose qui correspondait à notre culture. Du coup, quand on regarde les photos, parfois, ça paraît pas complètement disruptif comme mode d'organisation, mais on ne cherche pas à faire quelque chose de marketing, on cherche à faire quelque chose qui correspond exactement aux besoins des gens qui travaillent dans ces locaux-là pour qu'ils y soient bien et qu'ils soient effectivement efficaces. C'est un peu la nouvelle espèce de politique des flex, c'est les flex space, je pense, les flex desk. En fait, on prend et on ne fait que pour 80% des gens, parce qu'on considère qu'il y a au moins 20% qui sont ou absents ou malades, et c'est plus notre bureau à nous, mais c'est je prends la place qui est libre.
Et finalement, on se rend compte que ça pose plus de problèmes qu'autre chose pour énormément d'employés parce qu'on leur enlève un peu cet espace qui leur est propre ou bêtement mettre une photo de leurs enfants, c'est plus possible. Alors, le retour que je peux faire de la table ronde qu'on a faite, effectivement, ces bureaux qui ne sont plus attitrés, dans la majeure partie des cas, dans ce que disaient les intervenants, n'était pas un problème. Ça reste pour une minorité de personnes qui veulent se rattacher à une façon de travailler, un espace où j'ai besoin de me sentir chez moi et autres. Mais a priori, dans la majeure partie des 3 projets qui ont été présentés, ça n'a pas été un problème. Ça n'a pas été un problème de se dire je vais travailler en fonction, dans l'endroit dont j'ai besoin, en fonction de ce que je dois faire. Je dois téléphoner, je vais dans une cabine isolée, je vais dans une réunion, je vais dans un cocon avec mon équipe. J'ai besoin je peux travailler au milieu de tout le monde pour collaborer, échanger, partager. Je vais dans un open space. Et a priori, ce qui a été noté, c'est que l'espace, le fait de ne pas appartenir à l'espace ou que l'espace ne m'appartienne pas pendant un temps donné, ne posait pas globalement un problème. Il faut changer d'échelle pour répondre à la question. Il ne faut pas raisonner à l'échelle de l'individu, il faut raisonner à l'échelle de l'équipe. Nous, on a testé dans nos 5 étages où on a construit quelque chose pour le déconstruire en assumant l'idée qu'on allait se tromper, et c'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est de dire, vous allez tester des choses, vous allez vous tromper, mais ça va nous permettre de construire une vraie cible qui correspond exactement à ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Globalement, sur cette idée d'espace individuel, on a commencé par dire aux collaborateurs, installez-vous où vous voulez, n'importe où dans les 5 étages. Mouvement de panique. Tout le monde était perdu finalement. Et très vite, on a dit, ok, très bien, on va recréer des quartiers par équipe. Et là, ça a apaisé tout le monde. L'échelle, en fait, j'ai besoin d'un espace, c'est l'échelle de l'équipe. Il faut avoir un axis mundi, un totem finalement, autour duquel je vais pouvoir me retrouver. Je sais que c'est là que je vais trouver un certain nombre de collègues. Une fois que je suis rassuré là-dessus, la question n'est pas forcément la question de mon bureau individuel. D'autant plus que vous vous promenez souvent dans les rues en Belgique, et pas seulement en France. Si vous regardez les rues du côté du nord de la Belgique, souvent vous avez un peu la même culture que ce que vous avez en Hollande, etc. Il n'y a pas forcément de rideaux aux fenêtres, on est dans une espèce de culture de la transparence finalement. Versus quand vous êtes en France, vous avez une culture où on ferme les rideaux. Idem, essayez d'imaginer la répartition de l'espace à l'intérieur d'une maison entre un Japonais et un Français. C'est radicalement différent. Le Japonais, tout est au centre. Le Français, tout est contre les murs, finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle le rapport à l'espace qui est très différent d'une culture à l'autre. En fonction de la culture qui est la vôtre, votre rapport à l'espace, qu'on appelle la proxémie, finalement, c'est l'étude du rapport à l'espace, il est radicalement différent. Il va falloir tenir compte des différences culturelles qui, dans une entreprise, sont souvent proches, mais peuvent être différentes d'une équipe à l'autre, qui n'ont pas forcément les mêmes modalités de travail. Certains sont très nomades, d'autres sont très sédentaires, certains sont dans une activité de grande concentration, traitent des chiffres, alors que d'autres sont plutôt dans de l'interaction. Il va falloir pouvoir créer finalement des espaces qui sont différents en fonction de chacun. Et bien sûr, pour une personne qui a une activité 100% sédentaire, qui est tout le temps au même bureau, on ne va pas lui imposer du flex alors que ça n'aurait aucun sens pour elle. Entre guillemets, ça serait contre-productif. Mais il faut bien tenir compte de la culture de l'entreprise, de la nature du job de chacun, et bien de ce rapport culturel finalement, de ce rapport à l'espace. C'est vrai aussi pour la confidentialité. Beaucoup se cachent derrière une notion de confidentialité pour protéger une forme d'intimité. Je ne veux pas qu'on voit ce qu'il y a sur mon écran parce que je traite des choses confidentielles. Ok, mais à quelle proportion traites-tu des choses confidentielles? C'est 5% de ton temps ou c'est 90% de ton temps? Et là, on interroge avec chacun ce que sont les vraies problématiques et on sécurise ce qui doit l'être pour ne pas être dogmatique. Il faut rester assez pragmatique et assez finalement bienveillant avec chacun, et du coup de construire quelque chose qui correspond aux différentes équipes. Donc on change d'échelle, on n'est pas à l'échelle de l'individu, mais on est à l'échelle plutôt de l'équipe. Alors moi, ça me fait poser une autre question, et peut-être qu'elle a été traitée dans la table ronde, mais parce que tout à l'heure, tu parlais donc on parlait de l'ADN, mais de la culture de l'entreprise, et que quand ça ne fait pas partie de la culture, c'est très compliqué. Or, il y a un moment, il y a le turnover, le personnel se renouvelle, on a une nouvelle génération qui arrive. Comment tu gères justement ce côté où je dois faire attention à ce que chaque nouvel individu a besoin pour travailler, et le fait que j'ai quand même encore une ancienne équipe, et on va dire la vieille garde, qui est encore sur la culture d'origine d'une boîte. Comment tu peux trouver, comment tu gères en fait cette espèce de mixité?
En fait, je vais faire un petit retour en arrière. On va parler un peu de sociologie. On va parler de socialisation pour le coup. Cette vision-là, d'imaginer qu'une nouvelle génération arrive avec des nouveaux codes qui vont s'imposer à tout le monde, quand je raconte ces histoires de génération Y, il y a toujours des gens de la génération X qui se lèvent dans la salle, qui prennent le micro et qui disent « Moi aussi, quand je suis arrivé, je voulais retourner la table, transformer le monde et fonctionner différemment. » En fait, c'est pas une question de génération, c'est une question de « j'arrive ». C'est à la fois vrai et à la fois faux. Effectivement, il y a une nouvelle génération avec des nouveaux codes qui arrivent, c'est certain. Il suffit de regarder la composition familiale. Hier, on était dans un modèle unique. 1965, il y a en France à peu près 600 000 familles monoparentales. En 2005, il y en avait 1 800 000, on a fait x3. Et aujourd'hui, ça a encore continué à exploser. Donc quand ton modèle familial est un modèle de famille qui s'est composé, décomposé et qui se recompose, pourquoi est-ce que tu aurais un lien finalement à l'entreprise qui serait continu pendant toute ta vie professionnelle, alors que dans le même temps, tu as peut-être vécu 3 vies familiales différentes. Donc forcément, la logique de l'engagement, elle bouge. Donc cette nouvelle génération qui arrive, c'est pas un mythe. Elle a des nouvelles références, mais c'est pas juste une génération avec un retour à la normale ensuite. C'est un nouveau rapport au travail qui est en train de s'installer et qui est lui pérenne, qui va continuer à avancer. Donc globalement, il y a cet effet, entre guillemets, d'une génération qui arrive avec des nouveaux réflexes, qui nous interroge, qui interroge les managers sur leur manière de faire, mais il y a aussi l'entreprise avec ses codes, des gens qui arrivent, et du coup, c'est ce qu'on appelle la socialisation, entre guillemets, secondaire, c'est de dire, j'arrive dans une entreprise, je vais adopter des nouveaux codes, parce que je ne peux pas que montrer aux autres dans l'entreprise que je suis différent d'eux. Il y a aussi un moment où j'adopte les codes de l'entreprise. Est-ce qu'on mange tôt, est-ce qu'on mange tard, comment est-ce qu'on parle à son chef, etc. Et cette fertilisation, finalement, elle est croisée. À la fois, cette nouvelle génération apporte à l'entreprise des nouveaux codes et des nouveaux modes de fonctionnement, mais l'entreprise leur apporte aussi. Donc globalement, il y a finalement une espèce de rapprochement des contraires entre la génération établie, qui va arriver avec un certain nombre qui a ses propres codes, sa propre culture, mais qui laisse forcément une place aux autres et qui se laisse, entre guillemets, un peu secouer. C'est les deux contraires, entre guillemets, qui ont tendance à se rapprocher. Alors moi j'ai une question, alors c'est peut-être ma question un peu geek et un peu science-fiction, et là je vais faire appel un peu à votre imagination, mais voilà, quand on entend par exemple la société WordPress qui n'a plus du tout de bureau, en fait ils ne travaillent plus qu'avec des gens mais qui sont répartis dans le monde et qui travaillent depuis chez eux, ils ont clôturé leur dernier bureau qu'ils avaient, c'était terminé. À côté de ça, on a des modèles comme Airbnb où c'est encore une autre manière de gérer les bureaux. On voit plein de nouvelles formules, on a parlé du FlexDesk, on était parti sur les open space, les bureaux fermés, enfin, toutes ces choses évoluent. Pour vous, le bureau du futur, il devrait ressembler à quoi ? Dans votre tête, si on se projette dans 15-20 ans, vous l'imaginez comment le bureau du futur ? C'est une question compliquée, hein, parce que c'est vrai qu'on a plein de modèles, mais... Et là, c'est peut-être plus personnel, mais vous l'imaginerez comment ? Premier élément de réponse, la question est vraiment biaisée. Parce que vous prenez l'exemple de start-up qui sont nativement des modèles agiles. Moi, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que le lieu fait le lien. C'est-à-dire globalement, ce qui crée le lien entre des individus, c'est effectivement le lieu où ils sont. C'est pas pour rien qu'on parle de place du village virtuel. Donc il faut quand même garder cette idée que... Il y avait des sociologues d'Eranos qui étaient dans les parages tout à l'heure. Ils racontent cette histoire très très bien de le lieu fait le lien, c'est de dire je dois toujours, et c'est ce que je disais tout à l'heure autour de cette équipe qui a besoin d'avoir un axis mundi, un endroit dans lequel elle va se retrouver. On a besoin d'organiser la coopération. Si je reprends la courbe qui a été produite par un de nos grands confrères autour de la performance et du télétravail, ils font cette courbe du télétravail qui fait comme ça, qui grimpe et puis qui redescend, qui dit jusqu'à 2 jours de télétravail. Avec ma base 100 qui serait quand je travaille dans mon bureau, je vais monter en performance petit à petit jusqu'à 2 jours de télétravail, atteindre un optimum de parfois près de 20% de performance en plus. Et ça, en dessous d'1 jour, on n'arrive même pas aux 100% de performance. C'est-à-dire, globalement, je suis en dessous de mon niveau de performance habituel parce que j'ai du mal à prendre des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire, au-delà des 2 jours, la courbe retombe. Et elle retombe pourquoi ? Parce que je perds le lien avec les autres et notamment le lien informel. Si je travaillais 5 jours par semaine dans la réalité qu'on est en train de décrire, j'ai besoin à un moment de traiter des choses dans la machine à café. J'ai besoin de régler un certain nombre de problèmes avec un collègue qui est juste à côté. Et si je suis tout seul dans mon coin, forcément, je vais mettre plus de temps à le régler que s'il y a quelqu'un qui est juste à côté de moi. Donc la force du collectif, elle est aussi dans le fait de partager un lieu. Certaines startups
sont dans un modèle nativement différent. Donc effectivement, elles n'ont pas ce côté je dois pivoter entre guillemets. Mais par contre, faire bouger des grandes entreprises, des grosses organisations d'un modèle très géolocalisé à un modèle complètement entre guillemets hors sol, ça ne permettra pas d'atteindre le bon niveau de performance pour le coup, qui intègre la notion du collectif de gens qui travaillent ensemble, et ça ne peut pas être que quelque chose de dématérialisé pour le coup. Donc pour toi, si tu dois imaginer les bureaux du futur, dans ton cas, ce serait vraiment une espèce de bon équilibre de mix entre je travaille de chez moi, je travaille depuis ma société, avec des éléments aussi assez équilibrés sur place. Vous avez un bon exemple en Belgique, hein, la sécurité sociale belge. Ils sont passés entreprises libérées, ils n'ont pas changé de locaux. Non, de fait. Et ils ont gagné en productivité, ils ont gagné en épanouissement, en turnover sain, mais les locaux n'ont pas changé. Ah non, d'ailleurs c'est Laurence Vanny, je pense qu'il s'est oui. de remettre la chose Tout en à fait. place. Et en fait, oui, ils sont restés dans le même bâtiment, ils ont juste refait les aménagements, ils ont par exemple enlevé le bureau des grands directeurs. Exactement. Ils se rendaient compte qu'il avait autant de mètres carrés pour X heures par semaine, donc tant qu'à faire, autant récupérer l'espace. Bien sûr. Donc, oui, elle a apporté pas mal de changements, c'est vrai. Et ils vont jusqu'à 2 jours à 3 jours de télétravail par semaine. Ok, mais c'est ce qui se passe. Et encore une fois, je pense que oui, cette entreprise-là a trouvé l'équilibre. Mais ma question, c'était vraiment plus pour vous, si vous deviez imaginer, vous, votre bureau du futur, vous l'imaginez comment? Donc, mais je pense que j'ai mon élément de réponse. Toi, ce serait vraiment une espèce d'équilibre entre je peux de temps en temps travailler de la maison et puis j'ai toujours un endroit où j'ai mes collègues avec un vrai contact en interne et où j'ai mes endroits qui sont vraiment à moi et puis des endroits où je peux bouger au sein de mon Regardez les travailleurs indépendants qui nativement seraient des gens qui bossent uniquement de chez eux depuis leur salon à distance, etc. C'est quoi leur demande? Leur demande, c'est de dire mais créez-moi des lieux dans lesquels je vais pouvoir échanger avec d'autres gens, être inscrit dans un réseau, voir des gens physiquement. D'où l'explosion des coworking. Alors je sais pas comment c'est en France, mais c'est vrai qu'en Belgique, les coworking s'adressent essentiellement à tous ces indépendants. Le bon équilibre entre travail à distance et travail localisé avec les autres, hors sol entre guillemets, et incarné véritablement physiquement avec du collectif et du pur individuel. La recette, elle est bien, trouver le mix qui correspond à l'exercice de chaque métier. Et de l'outillage pour collaborer. Il faut les lieux physiques, mais il faut aussi l'outillage pour que le lien soit permanent et puisse être régulier. Mais en tout cas, un grand merci pour cet échange. Je trouve ça vraiment sympa, beaucoup appris. Vous pouvez toujours les suivre sur Twitter, puisqu'on mettra vos alias Twitter dans les commentaires. Un grand merci. Je crois qu'on arrive à la fin de cette journée. Merci. Merci. On vous retrouve l'année prochaine. Avec plaisir.